Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Tout d'abord, ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la Journée des martyrs le 21 juin, il sera procédé au dépôt de gerbes le dimanche 21 juin 2015 selon le programme ci-après. À Lomé, place des martyrs. 6h30, mise en place de la population, 7h, arrivée des personnalités, 7h30, arrivée des membres du gouvernement, 7h45, arrivée du représentant du chef de l'État, 8h, dépôt de gerbes. Dans les préfectures et sous-préfectures, le dépôt de gerbes se fera aux endroits prévus à cet effet à la même heure. La communauté internationale marque un arrêt 20 juin pour penser à la situation des réfugiés dans le monde. Ils sont 60 millions, selon le HCR, à quitter leur pays, souvent pour raison de sécurité. Au Togo, ils sont plus de 22 000, issus de 14 nationalités, à y trouver asile. Lors de cette 15e journée, le gouvernement togolais a réitéré sa volonté de les soutenir, de les protéger et de leur faciliter l'accès aux services. Thème de la célébration, faites connaissance avec les réfugiés. Edem Sousoupo. Ils ont tout abandonné et se sont retrouvés dans un milieu étranger. Une situation difficile à vivre. Et ils sont aujourd'hui plus de 22 000 âmes à être dans ce cas au Togo, issus de 14 nationalités. Cette 15e édition de la célébration de la Journée mondiale du réfugié offre l'occasion de saluer la résilience, la force et le courage des hommes et femmes qui ont fui des atrocités pour se retrouver sur des terres d'asile. Les Nations Unies cette année ont voulu qu'un maximum d'esprit d'humanité anime les populations des pays d'accueil vis-à-vis des réfugiés. Faites connaissance avec les réfugiés. C'est le thème retenu. On appelle toute l'humanité tout entière de faire connaissance avec les réfugiés parce que des fois il y a des gens qui confondent immigrants, réfugiés, expatriés. On ne sait pas tellement ce que c'est. Donc vous faites connaissance avec les réfugiés. Réfugiés, ça peut être des gens extraordinaires. Un réfugié peut être une personne extraordinaire. Un réfugié peut raconter une histoire extraordinaire. Un réfugié peut donner un support extraordinaire. Si vous n'approchez pas un réfugié, comment vous pouvez savoir son histoire? Si vous n'approchez pas un réfugié, comment vous pouvez savoir qu'il a des temps, qu'il a du talent, qu'il a des qualités qu'il peut démontrer, qui peut aider à servir aussi l'humanité tout entière malgré ce qui lui est arrivé. Faire en sorte que demain soit meilleur aux réfugiés. C'est le souci permanent du gouvernement togolais qui a mis en place tout un mécanisme pour leur venir en aide, une assistance multiforme qui leur redonne l'espoir de vivre. En ligne avec notre politique d'ouverture et d'hospitalité, nous prenons plusieurs types de mesures. D'abord, quand quelqu'un arrive dans le pays et demande l'asile, nous nous assurons qu'en respect avec les textes de notre pays, nous lui procurions l'autorisation, l'admission en tant que réfugié. Cette admission vaut protection sur notre sol. Cette admission aussi au statut de réfugié permet à la personne de pouvoir, en ligne avec notre réglementation, travailler, vivre dans notre pays et ça c'est quelque chose qui est fondamental. L'autre élément qui est important, c'est que nous facilitons l'accès aux services. Vous savez, vous avez besoin d'une identité dans un pays. Et le gouvernement a pris les mesures pour que les réfugiés disposent d'une carte d'identité qui leur permet d'avoir avec un peu plus de facilité l'accès aux services. Nous avons un afflux massif de réfugiés vers notre pays. Le gouvernement prend les dispositions pour accompagner ces réfugiés dans l'urgence, en vivre et en non-vivre, et en hébergement rapide pour leur permettre de pouvoir avoir un pied à terre en attendant toutes les autres procédures d'admission au statut de réfugié. Le travail n'est pas aussi aisé, mais grâce à des partenaires tels que l'ATBF, environ 50% des réfugiés bénéficient d'une assurance santé à travers des mutuelles mises en place. Au Togo, difficile de mettre une nationalité sur chaque visage. Les réfugiés s'intègrent bien au sein des populations locales et des facilités leur sont offertes par l'État pour assouplir leur séjour et favoriser leur insertion sociale. Et quand ça va mieux chez eux, certains acceptent volontiers d'être rapatriés, d'autres par contre finissent par adopter le Togo comme leur seconde patrie. Christine Petit-Kialoute. Madame Donata est réfugiée rwandaise. Elle réside au Togo depuis 1995. Outre son petit commerce, elle s'occupe des malades mentaux au centre Paul Louis René à Lomé. Gatien, autre, est réfugié ivoirien. La coexistence pacifique et l'accompagnement dont il bénéficie lui ont permis de fonder une famille à Lomé.
Je me suis marié ici. Comme vous le voyez, dans ma main, mon aîné, de Dora Faveur. Et après elle, il y a des jumelles. Ce qui est de l'hôpital, c'est que déjà, le fait qu'on aille et qu'on peut nous soutenir un peu, moi je bénis le nom de Dieu. C'est dans un centre de santé mentale. Je m'occupe de l'ergothérapie. Oui, j'ai commencé depuis 2013. Et jusqu'à présent, quand même, il y a de bons résultats. Bon, là, j'espère qu'un jour, je serai intégrée. Les réfugiés et demandeurs d'asile sont estimés à plus de 22 000 de différentes nationalités. Le Ghana est en tête en termes de nombre, 17 000, puis la Côte d'Ivoire, 2 000 réfugiés. Tous ont quitté leur terre natale à cause des guerres, des persécutions et d'autres violences. Le soutien dont ils font l'objet au Togo encourage plus d'un à y résider plus longtemps. Et il y a beaucoup de réfugiés qui, compte tenu de la durée qu'ils ont passée ici au Togo, du fait qu'ils se sont assimilés aux Togolais, qui vivent dans nos quartiers aisément sans problème, il y a beaucoup d'asile demeurer ici au Togo. D'autres veulent obtenir la carte de résident permanent et d'autres encore ont demandé à être naturalisés. En début d'année 2015, il y a eu une évolution dans la prise en charge des réfugiés, dans la prise en charge médicale des réfugiés. Ils sont mutualisés. Il est créé une mutuelle de santé pour pouvoir bien coordonner la prise en charge des réfugiés. La situation des réfugiés va en s'améliorant au fil des ans au Togo, ce qui a suscité l'admiration et l'encouragement de la représentante régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes satisfaits en général de la protection et le concours, la collaboration avec les autorités. Ils sont très ouverts et l'asile est assez facile. Tous ces efforts sont le fruit d'une synergie d'action du HCR avec le gouvernement togolais, les ONG et d'autres agences du système des Nations Unies. Les Sud-Soudanais, eux, sont dans la tourmente depuis le déclenchement du conflit dans leur pays. Des milliers d'entre eux sont dans l'errance. Plusieurs ont traversé le Nil et se retrouvent entre deux lignes de front dans une situation dramatique. Et ce qui est surtout alarmant, c'est le sort des enfants. Cette femme a 12 petits-enfants. Aujourd'hui, en guise de repas, elle n'a qu'un bol de graines pour eux. Je dois diviser cette petite quantité entre tous mes petits-enfants. On n'a pas d'argent, pas d'accès à la nourriture. Le campement de Waouchiluk est à quelques kilomètres de Malakal, la capitale de l'État du Nil supérieur, une zone riche en pétrole. Avant, le marché était bien approvisionné. Mais désormais, ce lieu se retrouve derrière la ligne de front dans une région contrôlée par Johnson Oloni. Ce chef militaire a récemment fait défection de l'armée du Soudan du Sud. Dans ce village, on manque de nourriture et l'école primaire a dû fermer le mois dernier. Pour se distraire, les enfants jouent à la guerre avec des figurines en boue. Plus de 30 000 personnes vivent dans ce camp. Peu d'ONG y travaillent, l'accès est difficile. Pour venir ici, il faut traverser la ligne de front qui longe le Nil. Ce commandant, un fidèle de Johnson Oloni, affirme que son ethnie, les Chiluk, a été oubliée par la communauté internationale. Ces personnes ont besoin d'aide. C'est une urgence. Le pays va mal, mais la situation est encore pire ici, à l'ouest du Nil. Depuis que Johnson Oloni a quitté l'armée, ce conflit au Soudan du Sud est devenu encore plus complexe. Les négociations entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, elles, piétinent depuis des mois. Les résultats définitifs de la troisième enquête démographique de santé au Togo sont désormais disponibles. Pour partager ces résultats avec les différents acteurs, une campagne nationale a été entreprise par le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et le ministère auprès de la Présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. L'étape de la région de la Kara, Nestor Moussou. La troisième enquête démographique et de santé au Togo, EDST3, a été menée de novembre 2013 à avril 2014. L'opération a permis de collecter des informations, notamment sur les pratiques d'allaitement
l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans, la mortalité infantile, la mortalité adulte et la santé de la mère et de l'enfant. Réunion du Conseil national de la jeunesse. Cet organe doté récemment d'un nouveau comité directeur a présenté ce jour son plan stratégique sur la période 2015-2018. Différentes organisations préparent à ces échanges pour apporter leur contribution au document afin que son exécution recueille l'assentiment et l'accompagnement de tous. Clarissa Ticlet. Première rencontre d'échange du Conseil national de la jeunesse depuis l'élection du nouveau bureau exécutif le 17 janvier 2015. Le Conseil s'est doté d'un plan stratégique pour la période 2015-2018. Il s'articule autour de 6 thématiques bien précises qui vont du renforcement de l'institution et des membres à la révision des tests du CNJ en passant par des plaidoyers pour l'emploi des jeunes. Aucun développement ne peut se faire sans une planification. Et il était important que la jeunesse aussi s'inscrive dans cette dynamique-là pour que nous puissions orienter l'ensemble de nos actions et converger toutes les énergies dans le sens de l'intérêt général. C'est important que nous puissions consolider nos potentialités et mobiliser toutes les ressources dont nous disposons pour que nous possédions une vision commune pour la jeunesse dans le cadre de notre exercice. Le nouveau bureau du CNJ, depuis sa prise de fonction le 4 février 2015, a consacré ses activités notamment à la participation à la semaine de l'emploi avec plus de 1000 jeunes et à la participation à la journée de l'environnement avec environ 500 jeunes. La nouvelle équipe dirigeante, composée au total de 17 membres, a l'ambition de mobiliser les jeunes autour des valeurs civiques et citoyennes avec l'appui du gouvernement. Il s'agira également de renforcer le partenariat existant et d'en rechercher de nouveaux pour soutenir les actions du CNJ. À présent, le combat du gouvernement contre l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables. Malgré l'interdiction, ces plastiques sont toujours d'utilité pratique dans les marchés et après leur usage, encombrent les rues, sauf parfois en spectacle dans les airs ou encore bouchent les caniveaux. La brigade de veille environnementale créée il y a quelques mois en fait son cheval de bataille. Cette semaine, elle était à la plage et au grand marché de Lomé. Adolphe Paca. Mégaphone, piquet, sachet et gants à la main, voici la brigade de veille environnementale en croisade contre la pollution visuelle causée par les sachets plastiques. Depuis sa création en 2014 jusqu'à ce jour, la sensibilisation a fait du chemin. Les comportements ont changé, on peut dire, parce qu'on peut remarquer maintenant devant les étalages, devant certaines boutiques, des petites poubelles, à la devanture de certaines maisons, des poubelles pour gérer les ordures ménagères. Nous pensons que avec le temps, ça peut changer véritablement. Un véritable changement, c'est possible. Et ce triste spectacle, par exemple, c'était avant dans les rues de Lomé. Aujourd'hui, même si la pollution du plastique n'a pas totalement disparu, elle a sensiblement diminué d'ampleur, aussi bien sur les voies publiques que dans la nature. Il y a encore 10 ans de cela, vous n'allez pas voir cette roulade dans cet état. Vous allez commencer par voir les sachets plastiques qui s'envolaient un peu partout. Donc aujourd'hui, c'est dire que les Togolais ont pris conscience à la chose. Le Togo est en chantier. Il y a de quoi faire pour maintenir ces routes-là dans de bon état. Le Togo en chantier pour retrouver ses lettres de noblesse, le Mélabel. Visiblement, l'on constate la disparition progressive des dépotoirs sauvages, les déchets plastiques qui s'insinuaient partout dans la nature ou qui jonchaient les rues. C'est multi-effort certes, mais il faut faire plus. En janvier 2011, l'État togolais a pris un décret interdisant la production et la commercialisation de ces produits non biodégradables. Les ONG qui ont pour mission la veille environnementale s'en sont saisies et ont agi. Il appartient à tout le monde d'accompagner le décret. Et au niveau de Togo Environnement Pro, en 2014, nous avons mis en place une brigade de veille environnementale dont les missions sont d'éduquer les populations, de sensibiliser, de veiller à la propreté des villes. Dans les écoles, dans les marchés, les brigades de veille environnementale sensibilisent sur les comportements citoyens à adopter. C'est simplement la sensibilisation. On se dit qu'il n'y a que la sensibilisation qui pourra permettre de venir à bout de ce problème. La sensibilisation, encore la sensibilisation, pour que les industriels et importateurs respectent leur cahier de charge. L'État y veille et la population doit aussi jouer sa partition en adoptant des comportements éco-citoyens. Cette problématique amène d'ailleurs les techniciens des 8 pays de l'UEMOA qui partagent un destin commun
à un forum le 26 juin à Lomé dans la perspective d'une législation commune sur la gestion des sacs et emballages plastiques. C'est à ce prix que Dame Nature, les océans, les caniveaux et nos rues seront sauvés de ce cycle infernal. Au Mali, un accord de paix a été signé ce samedi par le gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad lors d'une cérémonie en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de la mission de l'ONU. Un test déjà validé le 15 mai dernier en l'absence des groupes rebelles armés. L'accord vise à instaurer une paix durable dans le nord du pays et mettre fin au djihadisme. Et pour y parvenir, le gouvernement malien a dû lever les mandats d'arrêt lancés contre les différents chefs rebelles. Sécurité renforcée au Tchad. Après les attaques suicides de ces derniers jours, les autorités interdisent le port de la burqa, tenue dont se serviraient les terroristes pour se dissimuler au sein des populations. Les rues de N'Djamena, elle continue de le porter sans se cacher. Elle brave l'interdit. Ce long voile qui ne laisse apparaître que les yeux est désormais banni dans leur pays. Je porte la burqa depuis que je suis enfant. Nous ne pouvons pas y renoncer pour la seule raison qu'un homme est venu répandre la mort chez nous. Il n'y a pas à contester. Le gouvernement tchadien a été clair. Le port de la burqa pour les femmes ou du turban pour les hommes doit cesser immédiatement sur tout le territoire. La saisie systématique sur le marché et la suivi de la destruction de la burqa, c'est-à-dire ce voile intégral qui sert parfois de tenue de camouflage aux personnes mal intentionnées, en l'occurrence les terroristes. Une décision radicale pour lutter contre le terrorisme et c'est une première sur le continent africain. Le pays est encore endeuillé par la tuerie de lundi, 33 morts au moins, 2 attentats attribués à Boko Haram, des islamistes qui n'hésitent pas à utiliser des femmes kamikazes, les explosifs étant dissimulés sous leur burqa. Impératif de sécurité donc, mais qui peut choquer dans ce pays qui compte 53% de musulmans. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad estime que cette mesure n'est pas contraire aux principes du Coran, mais pour certains, il aurait fallu que le gouvernement sensibilise la population. Nous aimerions voir tout le monde sans burqa ni turban. Dans les bus, des gens sont assis à vos côtés et vous ne pouvez pas voir leur visage. Quand ils s'en vont, ils vous saluent, mais vous ne savez pas qui ils sont sous leur déguisement. Nous sommes pour cette mesure. C'est une décision assez sage, mais pour moi, il faudrait d'abord qu'il y ait une sensibilisation. Les autorités ont prévenu que ceux qui s'opposeraient à cette mesure seraient arrêtés, jugés et condamnés. Les services de sécurité sont autorisés à ramasser toutes les burqas vendues sur les marchés et à les brûler. Quand le racisme empoisonne l'esprit des jeunes gens, cela trahit nos idéaux et détruit notre démocratie. Ainsi s'exprimait Barack Obama pour condamner le meurtre de 9 Noirs américains tués mercredi dans une église à Charleston. Le présumé coupable, Dylan Roof, vient d'être présenté au juge. Il risque la peine de mort. En tenue de prisonnier, menotté et encadré par les forces de l'ordre, et transféré dans un centre de détention de Charleston. Recherché durant 14 heures par la police, il est arrêté à 400 km du lieu de la tuerie. Le jeune homme de 21 ans, l'air encore adolescent, ne cache pas sur les réseaux sociaux son admiration pour la suprématie blanche. Dylan Roof est décrit par ses proches comme timide et réservé. Joey le connaissait depuis 7 ans. Il parle d'un garçon souvent ivre ces derniers temps et guidé par des motivations racistes. Il n'était plus le même. Il était inquiet, plus solitaire, toujours en alerte. Il avait planifié ça depuis 6 mois. C'était prévu depuis 6 mois. C'était un acte raciste. Il m'avait dit que les Noirs étaient en train de prendre le dessus dans le pays et il voulait revenir à la ségrégation entre Blancs et Noirs. Dylan Roof est incarcéré ici, à Charleston. La justice fédérale a ouvert une enquête pour crime motivé par la haine. En Caroline du Sud, il risque la peine de mort.
Au Togo, le ministère de l'économie et des finances tient une session de formation à l'intention des agriculteurs et des artisans de la région de la Kara. Il entend ainsi renforcer les compétences managériales de ces acteurs de développement. Et cette session de formation se situe dans le prolongement du projet Athens, Avançons tous ensemble, initié depuis 2010. Nestor Boussou. Certains parmi ces artisans et agriculteurs avaient déjà bénéficié de la formation tenue entre le 1er et le 3 décembre 2014 et qui avait regroupé aussi les agents de l'administration publique de la région de la Kara. Cette fois-ci, la session est destinée uniquement aux agriculteurs et aux artisans et prend en compte un plus grand nombre de ces acteurs. Ils se familiarisent avec le projet Athens, entendez, avançons tous ensemble. Ce projet, conçu par le gouvernement togolais, est exécuté par le ministère de l'économie et des finances. Essentiellement, les participants à cette formation renforcent leurs capacités managériales. Mesdames et messieurs, la poursuite des réformes qui est au centre des préoccupations du chef de l'État passe également par le renforcement des capacités des acteurs de développement et particulièrement de ceux de l'agriculture et de l'artisanat que vous êtes. Pendant 3 jours, les formateurs vous entretiendront successivement sur les thèmes tels que l'entreprise orientée vers client. Car ne dit-on pas que le client est roi? La qualité de service qui fait la différence entre fournisseurs ou entreprises. L'efficacité et la performance qui améliorent les résultats. L'éthique et la déontologie qui permettent de lutter contre la corruption, cancer de l'économie. La gestion du changement qui favorise les adaptations des entreprises aux nouvelles technologies. Commencé en 2010, le projet Avançons tous ensemble a en principe pris fin en 2012, mais il a été renouvelé vu sa pertinence pour couvrir les différentes couches socio-professionnelles. Et beaucoup d'agriculteurs sont membres de la CECA, la coopérative d'épargne et de crédit des artisans. Cette institution de microfinance vient de tenir sa 25e assemblée générale annuelle. Objectif, redynamiser la COPEC au profit de ses milliers de membres. Carmen Madjé Akako. Jubilé d'argent de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CECA. 25 ans de vie à offrir les meilleurs services financiers aux artisans et entrepreneurs togolais. Pour cette 25e Assemblée générale, l'appel est lancé. Les membres doivent apporter plus de contributions pour renforcer les fonds propres de la coopérative. Foli Teko Adoko, président du conseil d'administration pour la période 2015-2017, s'engage avec toute son équipe à aller au-delà de ce qui se fait déjà et relever de grands défis. Depuis 25 ans, la CECA n'est qu'à Lomé, avec 6 agences et le siège. Nous voulons aller à l'intérieur du pays. Comme nous avons signé une convention avec le ministère du Développement à la base, avec des produits comme APSEF, AGCEF et AgriCEF, nous comptons rapidement nous installer dans ces chefs-lieux de région pour pouvoir travailler avec d'autres artisans qui sont là-bas, qui sollicitent notre contribution. Pour les années à venir, la CECA veut être une référence au Togo en matière de microfinance avec les différents produits et services qu'elle a su offrir à ses nombreux clients tout au long de ces 25 ans. Elle compte aujourd'hui 30 000 membres avec un bilan satisfaisant. Nous avons un actif de près de 6 milliards, un encours de crédit de plus de 4 milliards, tout comme un encours de dépôt. Donc au jour d'aujourd'hui, la CECA a une vingtaine de produits à son actif. Nous avons le crédit commerçant, le crédit artisan, le crédit équipement, le crédit bon de commande, le crédit investissement lourd, le crédit opportunité. La coopérative d'épargne et de crédit des artisans CECA est créée en 1990 et a pour ambition de promouvoir et accompagner les artisans dans tous les domaines.